Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de Morning Live. Je vous sais très nombreux devant votre petit écran. Je dis un petit bonjour au passage à nos amis de Benguela et plus précisément en Angola, le pays de José Eduardo dos Santos, paix à son âme. Je démarre cette émission avec cette pensée de Confucius qui dit en ces termes: sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Valentin Diboucha, sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. Valentin Diboucha, bonjour. Bonjour Modeste Dosaniwanou, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que vous ne voulez pas qu'on rentre dans cette pensée qui nous rappelle, n'est-ce pas, les objectifs que nous nous sommes fixés en choisissant donc l'alternance à la tête du pays. On choisit, n'est-ce pas, d'alterner les pouvoirs pour permettre que la richesse soit mieux redistribuée, pour créer les bases d'une démocratie pluraliste, pour créer donc des conditions d'un bien-être social, d'un développement qui permettent à chacun de vivre au mieux et donc au pays de décoller. Et là, dans un gouvernement où les gens continue de s'appauvrir davantage, il y a de quoi qu'on se pose des questions. On ne parle pas forcément du Bénin, non. On parle d'un gouvernement qui doit savoir que si on change, n'est-ce pas, demain, c'est pour permettre une meilleure redistribution de la richesse. Merci Valentin Diboucha. Oui. Grand quelqu'un. Espéro Aoussinou. Bonjour. Vous avez mangé quoi ce matin pour que j'oublie votre nom très rapidement? Modeste, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. Vous qui nous suivez en ce moment, merci de choisir Golf TV Africa. Vous étiez en train de le dire. Vous savez, la prospérité partagée doit être le leitmotiv de chaque gouvernement. Et dans un pays comme le Bénin, dans un pays ou dans d'autres pays en Afrique ou dans le monde, les gouvernants doivent savoir qu'ils ont été mis à la tête de nos différents États pour permettre à ce que les populations vivent heureux, que les populations soient heureuses. Chaque partie des différentes populations de l'Afrique ou du monde doivent se sentir véritablement dans tout ce qui se fait. Aujourd'hui, quand vous parlez de pauvreté, quand vous parlez de richesse, un gouvernement doit savoir qu'il est là pour le bonheur de ses populations. Merci Spiro Aoussinou. Aristide Kanoussou, je le disais en filigrane, sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. C'est Confucius, un philosophe qui nous permet de démarrer cette émission. Aristide Kanoussou, bonjour. Bonjour Modeste Adiwanou, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous lisez dans cette pensée ou dans cette citation le déséquilibre que relève le philosophe. C'est comme on dit souvent, les pauvres demeureront pauvres et les riches demeureront riches. Parce qu'ils ont toujours le secret de maintenir l'autre côté de la population dans la pauvreté et le secret de s'enrichir continuellement. Donc ce déséquilibre-là, on doit tout faire pour mettre la balance au niveau où chaque côté doit se retrouver. Un bon gouvernement, en temps normal, ne doit pas avoir une population extrêmement pauvre. Un bon gouvernement ne doit pas avoir une population extrêmement pauvre. Et un mauvais gouvernement, là, qui a des gens qui sont hyper riches, alors là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La caisse noire souffre. L'argent du contribuable est en souffrance. Donc c'est de ça qu'il est question. Ce déséquilibre-là est véritablement patent dans nos sociétés aujourd'hui. Et il va falloir, à travers, comme le disait Valentin Diboucha, l'alternance. Une alternance de grande vision, une alternance objective, pouvoir remettre la balance à l'équilibre. Vous voyez que lors des assises des 20 pays les plus riches au monde, nous avons constaté que 47 personnes détiennent, n'est-ce pas, toute la richesse du monde. Et que si ces 47 personnes se décidaient, n'est-ce pas, à redistribuer un peu, on aurait lutté sensiblement contre la pauvreté. Vous vous imaginez que 47 personnes puissent détenir tout ce qu'il y a comme richesse au plan mondial et que ces gens, on se demande qu'est-ce qu'ils font avec la fortune. C'est
véritablement désolant et déséquilibrant ces genres de situations. Et vous voyez, leur objectif, c'est quoi? C'est de maintenir tout le monde entier, n'est-ce pas, sous la servitude de ces messieurs qui pensent qu'ils sont les plus riches et qui feront du monde ce que bon leur semble. Ils créent les maladies, ils créent les épidémies, ils créent tout ce qu'ils veulent, histoire de maintenir les gens dans la servitude, dans le manque, dans la précarité. Et ça, ce n'est pas normal. Et lorsqu'on le dit, on ne meurt pas. Il faut aussi préciser que la pauvreté zéro n'existe pas. Et donc, chaque gouvernement devrait faire de telle sorte que les populations doivent avoir le minimum pour pouvoir vivre. Le minimum social commun. Absolument. Voilà, et que les populations qui vont fouiller les argiles avant de pouvoir manger, que ces populations-là désormais aient au moins demi-verre de gari à délayer. Les dirigeants africains, Valentin Diboucha, doivent comprendre qu'ils ne doivent pas évoluer dans un cercle vicieux dans lequel les gens pillent, volent et personne ne leur dit rien. C'est eux qui sont les riches, c'est eux qu'on retrouve dans les avions et qui les week-ends quittent le continent africain pour aller s'asseoir dans les pays de l'Europe. Et bon, on passe vendredi, samedi, dimanche et le lundi matin, on reprend notre vol pour atterrir dans sa capitale. Ceux qui le font répondront devant l'histoire. Ceux qui pillent les ressources, eh bien, les maigres ressources de certains pays du continent africain, ils pensent qu'ils sont en train de tromper les peuples africains, se trompent. Ils seront responsables devant l'histoire et tenez-vous tranquille. Mathieu Kérékou, paix à son âme, le général Caméléon n'a-t-il pas dit, eh bien, chacun de nous sera châtié à la mesure de ses forfaitures. Ceci étant dit, direction donc, eh bien, le studio B de Morning Live, où Naomi Soumanou a déjà pris position pour nous permettre de goûter à l'actualité. Naomi, c'est à vous. Modo Saliwanou, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal de Morning Live. Nous démarrons avec l'actualité nationale. C'est le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui a donné un point de presse samedi 19 novembre, donc la semaine dernière, au siège de l'institution. Il était question d'actualiser les informations autour du processus électoral en cours au Bénin et de présenter la liste officielle des partis aptes à participer aux législatives de 2023. Suivez donc ici Saka Lafia, président de la Sénat. La marche vers les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 se poursuit inexorablement. Et il sied qu'en temps réel, le peuple en et spécialement les parties prenantes sachent de l'institution autorisée et de façon précise les différentes étapes franchies et les défis à relever. C'est l'objet du présent point de presse. Conformément à son calendrier du vendredi 28 octobre au mercredi 2 novembre 2022, la Sénat a reçu et enregistré les déclarations de candidature des partis politiques désireux de participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale. 8 partis politiques ont déposé leur dossier de déclaration de candidature contre récépissé provisoire. Il s'agit de Force pour un Bénin émergent, FCBE, Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, Bloc républicain, BR, Nouvelle Force nationale, NFN, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, MOEL Bénin, les démocrates, LD, Mouvement populaire de libération, MPL, et Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Au terme de l'article 41 du Code électoral, la Sénat, après la réception des dossiers de candidature, dispose d'un délai de 8 jours après la délivrance du récépissé provisoire
pour statuer sur la validité des candidatures. En application de cette prescription légale, la Sénat, du 3 au 10 novembre dernier, a procédé à l'étude et à l'examen de conformité, de recevabilité et de validité des dossiers de chaque parti en lice. Dès la fin de cette étude, le Conseil électoral de la Sénat, après délibération, a fixé à cette phase chaque parti politique sur son sort relativement à la complétude et à la nature des pièces constitutives de leur déclaration de candidature. Pour l'essentiel, mis à part le parti, la Nouvelle Force Nationale, NFN, qu'elle a déclaré inapte à poursuivre la compétition, et le parti Bloc républicain, auquel elle a, à cette étape, déjà délivré le récépissé définitif, la Sénat a notifié immédiatement aux autres partis politiques les insuffisances constatées dans leur dossier de déclaration de candidature et les a invités à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de jeudi 10 novembre, c'est-à-dire le mardi 15 novembre 2022 ou plus tard. Les partis destinataires des observations qui pourraient entraver leur participation aux prochaines joutes électorales ont dépêché leurs membres auprès de la séance pour apporter les corrections nécessaires qui ont fait l'objet de prise en compte par les services compétents et de délibération par le Conseil électoral. Au fur et à mesure, des récépissés définitifs ont été délivrés aux partis dont les dossiers sont à jour. On ne peut passer sous silence le recours dont a été saisi la Cour constitutionnelle. D'abord par le parti Nouvelle Force Nationale, ensuite par le parti des démocrates et enfin par le requérant du parti des démocrates. Il en résulte des différentes décisions rendues par la haute juridiction suite à ces recours, des corrections nécessaires apportées par les partis et des délibérations de la Sénat que les partis politiques suivants ont été retenus pour prendre part aux élections législatives du 8 janvier 2023 au Bénin. Il s'agit de 1. Bloc républicain, BR. 2. Force pour un Bénin émergent, FCBE. 3. Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau. 4. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. 5. Mouvement populaire de libération, MPL. 6. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. 7. Enfin, les démocrates, LD. La prochaine activité est le positionnement des partis politiques sur le bulletin unique. La Sénat est à pied d'œuvre pour qu'il ait nécessairement lieu. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce journal de Morning Live. Merci à vous de m'avoir suivi. Modeste Aliouanou, c'est à vous. Oui, Naomi Soumanou, merci. Merci donc eh bien, pour ce pan de l'actualité que vous nous avez permis
de goûter de nouveau. Valentin Adibocha, le Mali de la transition, le gouvernement de la transition, il faut dire, interdit les activités des organisations non gouvernementales opérant donc dans ce pays de Modibo Keïta sur financement de la France. Premier sujet que nous allons décortiquer en quelques 10 minutes. Et le second sujet, scrutin législatif du 8 janvier 2023, les forces en présence et les chances de réussite de chacune d'elles. Valentin Adibocha, vous avez suivi l'actualité comme moi. Le Mali a répondu avec une aisance absolument remarquable à la France qui suspend son aide publique au développement à destination du Mali au motif fallacieux de la coopération militaire Mali-Russie et des risques de détournement de l'aide que la France accorde au Mali et l'octroi direct aux organisations non gouvernementales françaises de l'aide de la France, une façon de préparer le terrorisme encore au Mali, si j'ose m'exprimer ainsi. Valentin Adibocha. Vous comprenez un peu que jusque-là, le Mali, les nouvelles autorités maliennes sont restées droits dans leurs bottes, bien cohérents dans leur prise de décision, parce que là, vous savez, on a surpris un jour un blanc dans une contrée reculée, n'est-ce pas, d'un des pays africains dont je tais le nom. Et le monsieur, lorsque vous le voyez dehors, il est un monsieur un peu hagard et tout le reste. Mais quand vous entrez chez lui, il y a au moins 4 paraboles. 4 paraboles, un luxe infernal. Il vit dans une hacienda avec des bergers allemands de grande taille. Et à ce frère qui me parlait, on m'en parlait il y a de cela 4 jours, il demande au monsieur, mais vous êtes sûr que c'est pour une ONG que vous travaillez? Il dit oui. Une ONG qui a besoin d'autant de paraboles et de dispositifs d'information. Et après avoir sympathisé avec cet ami, il finit par dire, au fait, moi je suis dans les renseignements. Et il n'est pas dans les renseignements pour le pays qu'il abrite. Il est dans les renseignements pour le pays qu'il envoie. Donc, sous la coupole d'une ONG, il recueille des informations dans des contrées les plus reculées. Il fait des recherches pour une structure basée, n'est-ce pas, dans son pays d'origine. Comme pour dire, ils viennent souvent dans des pots d'agneaux. Donc, c'est des loups en réalité. C'est des loups. Ils ne sont pas là. Vous voyez, et même à partir du moment où vous commencez par prendre leur financement, on conditionne le financement, n'est-ce pas, par un certain nombre de principes. Et lorsque vous n'êtes pas dans ce champ d'action, vous ne pourrez pas bénéficier du financement. Autrement dit, on vous donne de l'argent pour vous lier. Et on vous impose la manière de faire. Vous voyez? On vous impose la manière de faire. On vous impose des principes qui ne font pas à l'endroit, n'est-ce pas, de votre liberté de décider. À partir du moment où vous n'avez pas les moyens et que vous attendez que ce soit eux qui vous financent, vous êtes soumis à leur desiderata. Et ça fait partie des choses que les autorités maliennes ont compris. Parce que la dernière fois, je suivais un élément sur une chaîne camerounaise où on disait qui fournit les armes, n'est-ce pas, à ces terroristes-là et comment trouvent-ils les munitions? 2 questions fondamentales sur lesquelles il faut qu'on revienne. Valentin Adibocha, oui. Spiro aussi, non. Vous avez également suivi la décision malienne. Hein? Les Maliens sont allés sans équivoque. Très rapidement, votre avis? C'est une sentence qui est tombée par voie de communiqué, un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement malien qui est resté droit dans ses bottes, comme l'a dit Valentin Adibocha. Qu'il vous souvienne qu'au Mali, 7,5 millions de personnes bénéficient généralement d'aide humanitaire venant des organisations non gouvernementales opérant au Mali. Et donc, la France, en décidant de suspendre d'abord l'aide publique au développement qui est généralement envoyée au Mali, voudrait quand même mettre à genoux, en fait, le gouvernement malien. Et depuis un bon moment, le régime au pouvoir au Mali sait bien quadriller les choses pour que ce à quoi nous assistions par le passé, nous puissions véritablement rompre avec cette pratique.
Et je pense que la décision du gouvernement malien est une décision noble que les autres gouvernements d'Afrique devraient pouvoir prendre dans des moments donnés, dans des circonstances données. Le Mali est un État souverain. Le Mali est un État-nation qui aujourd'hui doit être envié par d'autres pays africains. Alors parlant de l'indice de développement humain du Mali, dans le classement en 2022, le Mali se positionne 48e en Afrique et 191e au plan mondial. C'est dit que c'est vrai que dans la réalité, le Mali a besoin d'aide, mais il faut être souverain. En tant que pays souverain, il faut savoir prendre certaines décisions. La France, c'est vrai que c'est notre pays colonisateur. Nous avons vu ce qui s'est passé au Bénin par le passé dans les périodes post-indépendantes. Nous avons vu les pratiques auxquelles la France a tout le temps habitué les pays africains. Cette fois-ci, je dis, c'est une noble décision qu'a prise le gouvernement malien. Oui, Aristide Kanousso. La direction générale de GOB Télévision a laissé entendre que le cœur de l'Afrique libre se trouve désormais à Bamako. Le principal responsable de cette direction, c'est de lui que j'ai eu ce groupe de mots. Le cœur de l'Afrique libre se trouve à Bamako. Bamako, capitale du Mali, le pays de Modibo Keïta. Aristide Kanousso, la France qui joue ses dernières cartes sur le continent africain, je ne sais pas ce qui justifie encore ce que les Français cherchent au Mali. Je pense que c'est la dernière question que j'étais sur le point de me poser après qu'il me soit permis de me prononcer sur le sujet. Franchement, je me pose la question comme vous de savoir c'est quoi le problème de la France au juste. Moi, je vais me poser des questions simples et trouver des réponses simples par rapport à la situation des ONG. C'est une décision que la France a prise depuis plus de 3 semaines, qui n'a pas été notifiée directement au gouvernement malien. Mais on apprend ça par une réclamation. Avec votre permission, depuis février 2022, la France a notifié par voie diplomatique la suspension de sa coopération au développement en faveur du Mali. Et la France a attendu le 16 novembre 2022 pour faire une publicité autour d'une décision prise depuis février 2022. Alors, quand vous observez bien, et que c'est pas les ONG, que ce soit françaises, ONG qui bénéficient d'aide de la France et basées au Mali, qu'on constate une certaine réclamation pour dire c'est une façon d'asphyxier, que ce serait une façon d'asphyxier le peuple malien dont plus de 35% aurait besoin de cette aide-là. Moi, je pense que c'est de la comédie. La première question que je me pose, je me dis, mais est-ce que les autorités françaises sont émasculées pour ne pas pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, comme le Mali a l'habitude de le faire, de façon courageuse, et agir, prendre ses responsabilités et dire, bon, nous finissons avec ceci et puis nous remballons, au lieu de faire beaucoup de tapage autour. La deuxième question simple que je me pose, les ONG, que ce soit françaises ou basées au Mali, qui sont en train de dire que cette aide-là doit être maintenue et tout le reste là, qu'est-ce que ces ONG-là font pour aider le peuple malien? On a vu, sous instruction de la CEDEAO de l'UEMOA, que les frontières du Mali ont été fermées, que l'avoir du peuple souverain malien a été gelé. Mais pourtant, les Maliens ont survécu. Les Maliens ont survécu. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que ces ONG-là ont fait? Qu'elles nous disent ce qu'elles ont fait? Qu'elles nous disent ce qu'elles ont fait? Si ce n'est pas empocher l'argent, comme le disait tout à l'heure Valentin Agiboucha, pour vivre dans un luxe qu'on ne peut même pas quantifier. Dans un luxe insolent. Insolent, qu'on ne peut même pas quantifier. Et pour faire un travail d'espionnage, en réalité. C'est de ça qu'il est question. Et faire le point à l'heure. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est une orchestration. C'est une entourloupe. C'est une manœuvre hypocrite, comme le dit le président de la transition au Mali, ou comme le disent les autorités maliennes, pour faire du chantage, en quelque sorte, au Mali. Et je pense que ça ne pourra pas réussir. Ça ne pourra pas réussir parce que le Mali a déjà traversé le désert. Là où le Mali est, je confirme que le Mali est devenu déjà le poumon de l'Afrique. Et il nous suffit, nous autres micro-États de l'Afrique, de soutenir
cette force souveraine qui s'est identifiée, qui s'est incarnée de façon extraordinaire et historique, afin que progressivement, ce n'est pas un bâton magique, afin que progressivement, l'Afrique retrouve sa souveraineté et que la France soit définitivement dégagée de l'Afrique. Même si elle s'accroche comme un parasite, on finira par lui couper les bras, ça c'est sûr. Merci à chacun de vous, Valentin Diboucha. Je retiens la dernière phrase d'Aristide de Kanoussou, un Africain de race pure. Le cœur de l'Afrique libre se trouve à Bamako. Je confirme, Valentin Diboucha, que le cœur libre de l'Afrique se trouve à Bamako. Très rapidement, en 30 secondes, non, Valentin Diboucha. Je ne souhaiterais pas que nous escamotions ce sujet qui est fondamental. Parce que là, il faut qu'on comprenne, et il faut que les peuples comprennent que l'Afrique libre, désormais, est en train de prendre des décisions. Que l'Afrique libre est en train de prendre une autre tournure et que l'Afrique libre a compris qu'il faut se départir des parasites pour se mettre sur le chemin du développement. Nous allons saigner pour réussir la mission. Nous allons souffrir pour réussir la mission. Mais si nous sommes indépendants, c'est au prix, n'est-ce pas, de la vie de nos prédécesseurs, de nos aïeux. Et lorsque vous écoutez l'hymne national des pays africains, la plupart des hymnes nationaux font une part belle à ceux-là qui ont combattu au prix de leur sang pour que l'Afrique soit libre. Et ceci passe par des subterfuges, n'est-ce pas, du colonisateur qu'il faut réussir à comprendre et à combattre. Il faut réussir à voir les mécanismes qu'il met en place pour nous maintenir dans la servitude. Et quand vous comprenez ces mécanismes, vous pourrez prendre des décisions courageuses. Vous pourrez prendre des méthodes, vous pouvez mettre en place des systèmes pour combattre, n'est-ce pas, ces méthodes mises en place par le colonisateur. Et aujourd'hui, il est question de chercher à comprendre que font ces ONG. On me parle de 7,5 millions de Maliens qui attendent, qui vivent de cette aide. Ce sont les chiffres publiés par ces ONG-là. Dans la réalité, lorsque vous descendez sur le terrain, vous n'allez pas trouver peut-être 2 millions de Maliens qui sont vraiment accrochés à cette aide. Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On gonfle les chiffres, on connaît ça. Vous vous rappelez ici, les enquêtes ont prouvé que ce sont... Il y en a même qui n'ont même pas de terrain. Ils n'opèrent sur aucun terrain, mais ils réussissent à trouver des images d'enfants déshérités, des orphelins, des orphelinats, qu'ils soumettent, n'est-ce pas, à ces blancs-là. Et lorsqu'il en arrive, que vous voyez que ces blancs, lorsqu'ils envoient leur fonds, ils envoient toujours un jeune chômeur qu'on appelle expert. C'est que là, ils ont un intérêt crucial, ils ont besoin d'informations et de renseignements. Et lorsque vous parcourez un peu les contrées, n'est-ce pas, de nos pays africains, vous comprenez que ces jeunes blancs qui acceptent de venir travailler pour des ONG, en réalité, c'est la face visible de l'iceberg. Au fond, il y a une machine terrible de renseignement, il y a une machine terrible, n'est-ce pas, de contournement du dispositif mis en place par les États pour pouvoir donc perturber le bon fonctionnement de nos systèmes. Et ça, on a commencé déjà par le comprendre et par, n'est-ce pas, lutter contre. Merci Valentin Diboucha. On va y revenir avec votre permission. C'est un sujet d'actualité. Certainement que samedi prochain, on va s'y consacrer véritablement. Eh bien, décortiquer cette façon de faire que le Mali est en train d'inculquer, eh bien, au continent africain, à tous les États africains qui dépendent encore de la France, le franc CFA. Il va falloir se départir de ça. Je sais que certains pays sont en train de prendre déjà des mesures subséquentes dans ce sens-là. Quand vous allez en Afrique centrale, les pays ayant, eh bien, en usage le franc CFA et partagent le franc CFA se sont concertés la dernière fois. Le franc CFA, s'il vous plaît, est certainement en train de passer ces derniers jours. Alors, à ce sujet, eh bien, qui nous vient du Mali, est greffé l'autre sujet, le scrutin législatif du 8 janvier 2023, les forces en présence et les centres de réussite de chacune d'elles. Valentin Diboucha, quelles sont les forces en présence selon vous dans ce scrutin législatif qui est prévu pour le 8 janvier, quelques 7 jours après que les Béninois, eh bien, aient véritablement festoyé? Valentin Diboucha. On se rappelle que celui qui a le plus, n'est-ce pas, qui a obtenu son sésame au plus tôt, c'est le bloc républicain qui a présenté, selon les secrets livrés par, donc, reçus selon les indiscrétions au niveau de la Sénat, un dossier presque irréprochable
Après cela, donc, nous avons su que les autres partis, 7 partis donc, ont obtenu le précieux sésame, notamment l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le Foscori pour un Bénin émergent FCBE, l'Union progressiste, le Renouveau, et puis le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, le mouvement populaire pour la libération, MPL. Donc, lorsque vous regardez ces 7 formations politiques, vous vous dites que maintenant, voilà, nous sommes véritablement en plein dans le processus électoral où il y a quand même une divergence de voix qui permettent au peuple de prendre la décision. Alors, lorsque vous regardez un peu ces différentes forces, je vais commencer par le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Ça fait partie donc des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. Mais quand vous regardez sur le terrain, ça fait partie également des partis qui véritablement n'ont pas un ancrage sérieux sur le territoire en matière, n'est-ce pas, une assise assez puissante sur le territoire. Donc, un des partis acquis à la cause du chef de l'État, mais qui, au fond, n'est pas évident de trouver les 10% nécessaires à envoyer des forces à l'Assemblée nationale. C'est discutable, mais ça, c'est notre point de vue. Mon point de vue. Alors, l'autre parti qui soutient le chef de l'État et qui, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, a une assise au plan national, c'est bel et bien l'UP, le Renouveau, qui, malheureusement, est un parti qui a tellement englouti de force politique qu'il souffre aujourd'hui d'obésité et qui véritablement aura du pain sous le madrier parce que là, il y a suffisamment de frustration à l'intérieur qui pourront, n'est-ce pas, ne pas le servir. Donc, nous avons affaire, on a l'impression que c'est la force la plus lourde de la machine de Patrice Talon, mais véritablement, pour moi, je pense que c'est une colosse au pied d'argile qui... à l'aune des résultats au plan national, pourrait souffrir, n'est-ce pas, de cette boulimie, d'avoir englouti plusieurs forces et qui aujourd'hui lui crée véritablement des soucis. Alors, lorsque j'en viens, n'est-ce pas, à une autre des forces qui soutiennent les actions du chef de l'État, l'Union démocratique pour un Bénin, n'est-ce pas, nouveau, ce parti s'affirme davantage au jour le jour, mais malheureusement, n'a pas positionné suffisamment de cadres qui lui permettent d'engranger le maximum. Donc, pour moi, je ne suis pas certain que l'UDBN puisse faire les 10% au niveau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Avant de revenir aux autres forces politiques, Aristide Kanoussou, vous avez suivi Valentin Dibochat qui, dans un premier temps, a donné son avis sur le BR, sur l'Union progressiste, le Renouveau, Mouel Bénin, l'UDBN, sans pour autant s'appesantir encore sur le MPL et d'autres partis politiques. Alors, votre réaction par rapport déjà aux partis politiques qui ont été examinés par Valentin Dibochat? Oui, je pense que c'est un point de vue partagé, plus ou moins. Et surtout par rapport à l'Union progressiste, le Renouveau. On dit souvent l'essai de bien ne tue pas. Je suis d'accord sur le fait que s'ils arrivent à avoir beaucoup d'acteurs politiques qui soient quittés un parti ou l'autre parce qu'ils sont à la recherche d'un positionnement qu'ils n'ont finalement pas trouvé, si tous ces gens-là sont véritablement des militants et qui sont engagés pour le parti, je pense que c'est à l'actif du parti. Ils pourront travailler pour ce parti-là. Mais si ce n'est que leur intérêt qui les guidait, ils vont faire semblant, ils vont faire de la figuration, ils ne feront pas le job. Et là, au nom des guéguerres, au nom des tiraillements et des mécontentements qui ne sont pas toujours exprimés, ils vont faire semblant de passer à côté de la mission qui devrait être la leur, celle justement d'accompagner leur parti. Donc, au niveau de l'Union progressiste, le Renouveau, on peut bien évidemment dire qu'il y a aussi ce problème-là. Mais bon, pour le parti UDBN, moi je ne sais pas de quelle façon ce parti est en train de faire des merveilles. De toutes les façons, même si ce n'est pas le mot exact qu'il a utilisé, je ne sais pas comment je peux qualifier la force de ce parti-là sur le territoire national. Parce que
On l'a vu récemment, je ne sais pas si c'est les élections communales, et combien de pourcentage elle a pu obtenir. Je veux parler de cette formation politique-là. De toutes les façons, aujourd'hui, il y a lieu de jauger de quoi ils sont capables. Et je pense que d'ici peu, je vais quand même essayer aussi de parler d'eux. Oui. Modeste Adewanou, je pense que quand nous prenons par exemple Moël Bénin et l'UDBN, ce sont deux formations politiques qui se battent comme le diable dans l'eau bénite, tout simplement parce que, vous savez, les partis comme l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain ont, à un certain moment donné, voulu absorber ces deux formations politiques, l'UDBN et Moël Bénin. L'UDBN a tenté entre-temps de se fusionner, comme on appelle OBR. Cette tentative finalement n'a pas marché. Donc ils ont pris encore leur indépendance et leur autonomie. Je pense qu'il faut saluer la témérité de Moël Bénin, saluer également la témérité de l'UDBN, deux formations politiques qui, au-delà de tout ce qu'on a vécu par le passé, résistent encore. Quant à l'ancrage national, c'est encore à discuter parce qu'il n'y a pas encore une élection à laquelle ces formations politiques ont participé et qui ont étonné positivement le peuple béninois. Et ce sont les échéances prochaines qui nous permettront de mieux juger ces deux formations politiques. Quant au BR et l'UP, le Renouveau, ce sont deux grandes formations politiques qui ont des cadres un peu partout au Bénin. C'est vrai qu'il y a de frustration aussi bien au sein du Bloc républicain qu'à l'Union progressiste, le Renouveau. Nous espérons que ces frustrations-là soient maintenues, qu'il n'y ait pas d'autres difficultés après pour que des militants de l'UP ne mouillent véritablement pas le maillot lors de la campagne électorale et que des cadres ou des militants non positionnés sur la liste UP Le Renouveau n'aillent pas fait campagne pour une autre formation politique. De toutes les façons, je pense que la configuration que nous voyons, l'UP pourra décrocher de siège au Parlement, le Bloc républicain également, et pas extraordinaire, l'UDBN peut-être et Moël Bénin, en attendant de parler des autres formations politiques de l'opposition. Oui, Modeste Adewanou. Avant que je l'oublie, puisque je me rends compte finalement qu'on est en train de parler des partis de la mouvance d'abord. Oui. D'accord. Donc je voudrais d'abord dire, pour ces forces de la mouvance qui sont en présence aujourd'hui, si elles doivent, toutes catégories confondues, que ce soit les partis satellites ou les partis de grand ensemble, si ces formations politiques vont réussir le pari, il y a plusieurs principes. Il y a le programme qu'ils doivent présenter, les partis politiques là. Il y a les positionnements selon les figures de proue qui connaissaient déjà les lieux, le terrain, qui avaient l'habitude d'aller au contact de la population. Il y a l'aura du parti, le parti qui a permis quand même, qui s'est révélé à travers tel ou tel acte, telle ou telle chose. En tout cas, pour les deux grands blocs, ce sont les deux grands blocs qui ont permis d'avoir un Parlement monocolore. Je ne leur fais pas une contre-publicité. Donc, il y a, les partis satellites qui sont là, qui, pour moi, sont là pour imiter les voix de l'opposition. On en parlera tout à l'heure. Alors, pour les formations politiques, notamment les deux grands blocs, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, ces deux formations devraient normalement avoir un ancrage national. Mais quoi qu'on dise, ils aspirent à avoir un ancrage national, non pas un ancrage national. Parce que, quoi qu'on dise, ces deux partis-là pèsent plus sur un côté de la nation que sur tout l'ensemble de la nation. C'est de ça qu'il est question. Et les arguments que ces deux formations utilisent souvent, très souvent, c'est que le président Patrice Talon est membre de l'Union progressiste Le Renouveau ou le président Patrice Talon est membre du Bloc républicain. Je pense que c'est ce que l'Union progressiste Le Renouveau avait utilisé entre-temps et ça lui a bien marché. Cette fois-ci, c'est le Bloc républicain qui est en train d'utiliser cet argument-là à travers ses émissaires sur les réseaux sociaux pour dire que le président Patrice Talon est membre
du bloc républicain. Mais le président Patrice Talon, en son temps, quand ils utilisaient ce nom pour faire cette communication-là, était populaire. Aujourd'hui, il est impopulaire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous avez fait un sondage? Oui. Mon sondage, c'est mon micro. Quand je prends mon micro, je descends dans le marché d'Antokpa. Je descends dans les rues de Cotonou, je descends dans les rues d'Akpakpa et tout le reste. Je demande qu'est-ce que le président Patrice Talon, en tout cas pour son quinquennat actuel, a pu faire pour vous émerveiller, pour vous égayer. Tout le monde va vous dire, au plan social, il nous a promis hautement social, on n'en a pas. Ça suffit pour qu'on dise qu'il est impopulaire. La plupart de ceux que vous allez interroger vont dire, social, ça ne va pas. Social, ça ne va pas. Le hautement, on ne voit pas. C'est de ça qu'il est question. Je ne lui fais pas de ce truc-là. Donc, ces formations politiques auront des difficultés à présenter un programme qui puisse véritablement accrocher les populations, à moins qu'elles fassent de la magie. Mais nous attendons de voir ce qui va arriver. Valentin Djibocha, nous avons fait un tour d'horizon par rapport au parti de la mouvance présidentielle. Si vous permettez que je m'exprime en ces termes, vous avez certainement quelque chose à ajouter avant qu'on ne tombe du côté des partis de l'opposition politique. Oui, mais le risque pour les partis, parce que plus il y a de partis, vous vous rappelez qu'avant, il n'y en avait pas autant. Et ça a fait que la razzia était totale. D'abord, 2 partis qui se partageaient donc toute la manne. Qui donc étaient allés aux élections sans challenger, donc ils se sont taillés la part du lion. L'un s'appelle majorité et l'autre s'appelle minorité. Mais aujourd'hui, même au niveau de ces 2 formations, ces 2 grandes formations, les décibels ne sont plus les mêmes. Ceux qui se prétendent être la majorité parce qu'ils ont le plus englouti de formations politiques, à l'exercice du pouvoir, à l'exercice de la conviction, de la propagande sur le terrain, n'ont plus suffisamment cet ancrage-là. Et lorsque l'argument de campagne était « nous soutenons Patrice Talon », ça, aujourd'hui, cet argument ne saurait tenir parce que il est question d'ouvrir le jeu aujourd'hui et ça vous oblige à présenter un programme d'action. Et je pense qu'on va faire une émission où on va inviter les grandes formations politiques, toutes les formations politiques d'ailleurs, dans la grande contradiction, à nous soumettre leur projet pour qu'on voit qui nous propose quelque chose de plus intéressant. Est-ce qu'il y a encore de projets qu'on propose au peuple? Forcément, il y a des projets, il devrait y avoir des projets qu'on propose au peuple. Et notre souhait, ce ne serait pas qu'on nous dise les réalisations du président Patrice Talon, mais qu'on nous propose des programmes que les formations politiques veulent défendre au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui fragilise un peu, n'est-ce pas, la mouvance présidentielle, c'est le nombre de partis qui vont. Et là, Aristide Canossou, loin de fragiliser peut-être l'opposition, c'est plutôt la mouvance, parce que l'éventail reste le même, 12 millions de Béninois, et peut-être s'ils avaient 6 millions ou peut-être 4 millions sur les 6 millions ou 7 millions qui vont voter, s'ils avaient 4 millions, ils se retrouvent maintenant à 4 en train de partager les 4 millions. Les 4 millions. Et là, déjà, ça fragilise quelque part la mouvance présidentielle. Et donc, lorsque vous regardez ces enjeux-là, vous vous dites que les chances pour que la configuration de l'Assemblée nationale, même au niveau des forces soutenant Patrice Talon, ne soient plus les mêmes que celles qu'elles ont été hier. Hier, à l'Assemblée nationale, c'est UP Le Renouveau qui avait donc raflé le plus de députés. Mais aujourd'hui, même au sein des partis soutenant les actions du chef de l'État, on n'est plus sûr que UP Le Renouveau puisse maintenir cette position-là. Sur le papier, ils ont une longueur d'avance, mais à l'exercice, n'est-ce pas, du pouvoir, ils ont forcément perdu quelque chose. Maintenant, si vous voulez, on peut se retourner vers l'opposition et aussi étudier un peu ces forces de l'opposition qui font l'actualité politique nationale aujourd'hui. Oui, je reste avec vous et pour qu'on démarre avec l'opposition ou avec Aristide Canossou. Aristide Canossou, eh bien, l'avènement des démocrates dans ce scrutin législatif, puisque les démocrates sont désormais en lice pour ce scrutin législatif. Nous avons le MPL qui, entre-temps, a raté le scrutin municipal et communal en raison d'un certain nombre de choses, et un autre parti aussi également en course pour ce scrutin législatif. Vous avez le sentiment que les 6 600 572 électeurs, eh bien, auront la tâche facile ce jour du scrutin?
Oui, vous savez, les forces politiques de l'opposition ont actuellement un avantage sur les forces politiques de la mouvance. C'est que le peuple veut voir un jeu ouvert. Et ce jeu ouvert, cela implique la participation des forces politiques de l'opposition. Donc, on les attendait au starting block de ces élections législatives-là. Maintenant, puisque ces formations politiques de l'opposition y sont maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Déjà, quand on prend les forces Kori pour un Bénin émergent FCBE, vous n'êtes pas sans savoir que ce parti n'a pas de programme. En tout cas, pour ce que je sache, on attend de voir ce qu'il va nous proposer. Vous voulez le coup de poing de son leader charismatique Aristide Kanoussou? Non, moi j'ai remarqué que son leader charismatique, qui est le chef de file de l'opposition. Non, il prétend être le chef de file de l'opposition. Il est chef de file. Légitimement, il est le chef de file de l'opposition. D'accord. Quels sont les critères qui ont milité en sa faveur pour qu'il soit porté à la tête de... C'est la loi qui définit clairement les conditions pour être chef de file de l'opposition. Il faut être leader d'une formation politique de l'opposition ayant de siège à l'Assemblée nationale ou ayant de conseillers communaux ou d'élus, en ce qui concerne les mairies. Et donc, vous le savez, dans le contexte électoral a permis à ce que ce soit la force Kori pour un Bénin émergent. Les forces Kori pour un Bénin émergent, oui. Oui, le parti FCBE qui a pu obtenir d'élus. Le contexte électoral dont vous parlez, c'est parce que le jeu était fermé. C'est pourquoi les forces Kori pour un Bénin émergent, ce parti-là a pu se positionner. On aurait même dit que c'est un jeu pour pouvoir l'imposer. D'accord? Alors, s'il est chef de file de l'opposition, nous sommes d'accord. Mais depuis qu'il est chef de file de l'opposition, qu'est-ce qu'il a fait en faveur du peuple? Est-ce qu'il a pu défendre une ou telle cause qui préoccupe davantage les populations? On ne l'a jamais entendu sur une question sociale, par exemple. On ne l'a jamais entendu interpeller le gouvernement pour dire, mais vous avez parlé du hautement social, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit ceci et cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de dossiers sur lesquels... Vous voulez qu'on lui coupe le biberon, c'est ça? C'est ça? Je pense qu'on va inviter Paul Houmpé sur... Il ne viendra pas. Il va venir. Il ne viendra pas. Je vous dis, donc lui, ce parti, par exemple, a un problème de programme. Et s'il en avait, il aura des difficultés à le présenter parce qu'il n'était pas habitué à discuter des questions simples qui font partie du quotidien des Béninois avec eux. Et je mets ce parti de côté. Là aussi, c'est comme... Je ne veux pas aller sur la ligne où on estime que c'est une formation politique qui est comme un lion qui porte l'agneau de tout là. Au fait, vous ne voulez pas parler de caméléon? Je ne veux pas parler de parti caméléon. Venons-en au parti Mouvement Populaire de Libération. Donc vous convenez avec moi que les forces Kori pour un Bénin émergent ont peu de chances véritablement, ou ce parti-là a peu de chances véritablement. Oui, en tout cas c'est discutable. C'est mon avis. Hein. Ce parti a peu de chances véritablement de s'affirmer pour ces législatives-là. Bon, sauf catastrophe de dernière minute. Le parti Mouvement Populaire de Libération. Ce parti-là, vous savez que il a commencé par m'inquiéter un peu. M'inquiéter avec sa détermination et parfois même sa facilité à réussir certaines épreuves. Moi, je me suis posé la question de savoir comment, par quelle magie, très rapidement, même si pas fini, 2 quitus fiscaux étaient bloqués dans les machines de la direction générale des impôts, il a pu quand même les obtenir. Au moment où les démocrates, ce parti-là qui est réputé pour être la plus grande formation politique de l'opposition. Vous voulez dire qu'il a mis la nuit à profit pour utiliser dans l'autre marigot, c'est ce que vous voulez dire? On se pose la question. On se pose la question. De toutes les façons, on lui cède le bénéfice du doute. De toutes les façons, on sent quand même à travers son président qu'il y a un engagement ferme qui se dessine d'aller aux élections. On sent quand même qu'au moins ce parti de l'opposition n'a pas de langue de bois. Je pense que sur nos antennes, plusieurs fois, Espérance TB a dit ses vérités au régime en place, a dit ses vérités au gouvernant, et c'est de ça qu'il est question. Même s'il est en mission, au moins, il a eu le courage
de venir affronter ce gouvernement et dire la vérité parce que le peuple a besoin des actions dans tel ou tel domaine. Venons-en au Parti des démocrates. Vous savez, vous et moi, que c'est grâce à un changement de dernière minute que ce parti est revenu dans les courses. Sinon, il était pressenti pour être écarté. Et vous en doutez que ce parti aussi a dû faire des sacrifices parce qu'au final, il a dit, je vous ai parlé des positionnements, il a dû sacrifier aussi certaines têtes qu'on attendait, mais qui, pas fini, ont été écartées de la liste. À quelle fin? À quel prix? Certains parlent de compromis ou de compromission, je ne sais pas avec qui ce parti a pu faire ce deal-là, mais de toutes les façons, il y a comme une impression que ce parti est fragilisé en quelque sorte. Mais, vu que c'est un appel du peuple de voir un jeu ouvert, cette formation de l'opposition, notamment les démocrates, oui, a plus de chances d'engranger beaucoup plus de points sur le terrain. Valentin Dibochat. Voilà, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les propos de Aristide Kanoussou. Et, bon, il a parlé d'être en mission, ça, j'ai pas bien saisi cette partie-là. Peut-être qu'on a... J'ai dit, on ne sait jamais. Peut-être que même si ce parti est en mission, au moins son président a eu le courage de dire les vérités au gouvernement en place et de défendre les intérêts du peuple. Ce qui n'est pas le cas au niveau du FCBE, par exemple. Absolument. Donc, lorsque je reviens aux trois formations politiques, lorsque je prends FCBE, son histoire ne lui sert pas beaucoup sur le terrain. Le passé, n'est-ce pas, de ce parti, la façon dont Paul Hongpè est venu à la tête de ce parti, tout ce qu'il y a eu comme retournement, subtilisation et tout le reste ne sert pas donc FCBE sur le terrain, et c'est ça qui fragilise justement Paul Hongpè, parce que là, lorsqu'on voit ses prises de position, on n'a pas l'impression qu'il est franc dans ses prises de position vis-à-vis de la position de chef de file de l'opposition qu'il défend. Donc ça, ce n'est pas l'actif du parti. Alors lorsqu'on revient au parti MPL, oui, son président dit le discours que le peuple veut entendre, mais lorsque vous regardez sur la fiche technique, c'est-à-dire la qualité des candidats qu'il positionne, il y a un peu que c'est des gens nouveaux qu'on ne connaît pas trop, qui ne font pas le poids et qui ne pourront véritablement pas forcément engranger les 10% qu'on attend. Parce que cette affaire de 10%, c'est ça la grande barrière. Lorsque vous entendez quelqu'un comme Diogbenou revenir sur la question des 10%, vous comprenez qu'il y a l'inquiétude qui s'installe dans tous les camps. Et donc, au niveau de l'opposition, le MPL aurait pu bien faire l'affaire quand on regarde les prises de position de son président et tout le reste. Mais malheureusement, sur la fiche technique, il y a encore à redire. Lorsque vous avez à partager les 15e et 16e circonscriptions avec des candidats comme Diogbenou, avec de grands noms, n'est-ce pas, de la politique. Oswald Doneki également, positionné. Lorsque vous regardez ces gens, ces noms, vous savez qu'il y a véritablement... Votre consoeur Christelle Moulongo également, qui est positionné, je crois, dans le 16e... Dans la 16e circonscription électorale aussi. Donc, vous voyez, lorsque vous avez un certain nombre de noms que vous devez affronter, il y a de quoi véritablement avoir en face des gens suffisamment armés pour pouvoir le faire. Donc, lorsque vous prenez les démocrates, ils ont le crédit d'avoir avec eux un peuple qui est assoiffé, n'est-ce pas, d'ambition nouvelle. Et ça leur donne un peu plus de crédit. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance parce que ils ont proposé des gens qu'on ne connaît pas à tous les niveaux, à tout point de vue. Ils proposent des gens qu'on ne connaît pas forcément. Mais ils ont l'avantage de tenir un discours qui rencontre l'assentiment du peuple. Lorsque je prends par exemple Djougou, le BA positionne de grands noms et qui auront affaire à des gens comme Nourenou Achadé, il y a véritablement match. Donc, les partis de l'opposition ont la chance d'avoir un discours qui rencontre les désirs du peuple, mais cela ne leur donne pas un avantage certain au niveau du suffrage universel. Et
le nombre de Béninois qui participent au vote aujourd'hui, 6 millions et quelques, retrouvent le chemin des urnes. Il y aura plus de participation parce que l'opposition ayant été écartée avant, cela a agi sur le nombre de participations. Aujourd'hui que l'opposition revient en selle, est remis, n'est-ce pas, sur la scène politique, vous verrez que le nombre de participations, de participants au vote va sensiblement augmenter et cela ouvre davantage le jeu et qui permet forcément d'avoir au lendemain des élections une présence peut-être un peu plus soutenue des partis de l'opposition à l'Assemblée nationale. Aristide Kanousso, vous semblez donc donner carte blanche aux forces Kori. Je dis Aristide Kanousso. Espero Awoussino, oui. Vous semblez donner carte blanche aux forces Kori, point Bénin émergent. Pour vous, ce parti pourra véritablement engranger les 10% pour ce scrutin législatif. Bien sûr, Modeste Anewanou, vous savez... Vous êtes dans les secrets de ce parti, c'était bon. Vous avez des amis dans ce parti politique. Je ne suis pas parce qu'il n'est pas écarté que quand on est journaliste, qu'on ait des amis au niveau des forces politiques. Bien sûr, mais je ne suis pas membre du parti FCBE. Ce que je sais, c'est que les derniers résultats des élections communales de 2020 ont montré que le parti FCBE a engrangé assez d'élus communaux. Également, au lendemain des élections, vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai qu'il y a eu de débauchage un peu partout, mais c'est un parti qui a d'ancrage, c'est un parti qui a d'élus communaux, c'est un parti qui a de maires. Donc ce n'est pas négligeable. Ce parti avait demain parce qu'il y avait, comment il s'appelle, l'ex-président de la République, Boni Yayi, qui a joué un rôle important au niveau des forces Kori, point Bénin émergent, avant de se retirer quand Paul Rompet est allé s'accaparer du parti, si vous permettez que je m'exprime en ces termes. Oui, c'est vrai que lors des élections communales de 2020, sans Boni Yayi, bien entendu, le parti FCBE, conduit par Paul Rompet, a pu... Élection de 2019, c'est en 2020, les élections communales de 2020, oui. Le parti FCBE a obtenu 7 maires. C'est vrai qu'après, le maire de Parakou, la municipalité de Parakou a échappé au parti FCBE, mais les autres communes qui sont aujourd'hui gérées par des élus du parti FCBE, ce sont des zones quand même maîtrisées donc, par ce parti politique. Pour moi, pour les prochaines élections législatives, le parti FCBE a son mot à dire. Donc c'est une formation politique à ne pas négliger. Parlant, bien entendu... J'aimerais qu'on s'attarde sur le parti FCBE dont vous avez évoqué. Pour moi, vous savez, dans les contrées, jusqu'à présent, il y en a qui ne savent pas exactement toutes les informations au niveau, n'est-ce pas, des logos des partis. Pour des villageois, lorsqu'on voit Kori, ça a rapport à Boni Yayi et donc tout de suite on peut donc mettre son cachet. Mais cette fois-ci, il y a des forces qui pourront préciser que ce parti-là, Boni Yayi, n'y fait plus partie. Et n'oubliez pas que le parti FCBE a fait l'expérience des 10% et a obtenu les 10%. Le contexte n'est pas le même, mais déjà des élus qui sont tout le temps avec les populations, qui sont sur le terrain parce que les élections législatives, ce sont des élections de proximité. Donc, ne négligeons pas également cet aspect de la chose. Pour moi, je suis confiant que le parti FCBE fera quand même ce qu'il faut pour avoir ne serait-ce que quelques sièges au Parlement, en passant, bien entendu, la barre des 10%. Et ça, c'est véritablement discutable. Lorsque au lendemain des élections, nous allons revenir faire le décryptage. Mais pour moi, la lecture que je fais de ce parti, ils auront véritablement du mal à faire les 10% parce qu'ils n'ont pas un discours assez bien ficelé, ils n'ont pas un discours assez cohérent, ils n'ont pas un discours... Et vous allez remarquer au lendemain des élections communales, les départs du parti FCBE. Oui, il y a eu des débauchages comme dans les partis qui ont fragilisé le chef de l'État. Et bon, je salue quand même la ténacité de Paul Rompet qui, malgré tout, tient toujours les rênes du parti. Ils ont l'avantage d'avoir bénéficié des prébendes au niveau de financement public des partis politiques. Cela leur donne un peu plus de moyens pour aller sur le terrain, pour
conquérir, pour convaincre les populations. Oui, si entre-temps ces moyens n'ont pas échoué dans des poches indélicates, il faut encore préciser. À côté de cela, il y a la réalité du terrain qui est là. La réalité du terrain qui est têtue et qui s'impose aux partis politiques, c'est de réussir à convaincre les militants, s'il y en avait, parce que les militants au Bénin appartiennent à tout le monde. C'est une éventail assez large, mais il n'y a pas de militants conquis à l'avance. Non, ce n'est pas évident. Lorsque vous descendez sur le terrain pour les meetings, c'est les mêmes personnes que vous rencontrez dans les meetings. Il suffit que le système soit exactement comme ça, et puis bon, le résultat est toujours le même. Mais au-delà de tout, le parti FCBE, je le dis, j'insiste, aura véritablement du mal à faire les 10%. Oui, l'autre formation politique, j'ai pas fini, l'autre formation politique, oui, allez-y, très c'est le MPL. Le MPL, c'est l'espoir de la jeunesse, c'est l'espoir des femmes, des artisans. Et je pense que ceux-là pourront se voir à travers donc cette formation politique qui est en train de prendre de l'expansion. Vous savez, dans le contexte, dans la période où les Béninois ont souffert, la période où nous avons tous souffert ici, nous avons parlé de la cherté de la vie. Mais ça continue, non? Pas de vous, nous avons souffert. Cette phrase-là, ce groupe de mots. On continue de souffrir dans le pays, non? Nous avons parlé de cherté de la vie. C'est le MPL, seule formation politique qui est allée au contact des populations. Les responsables du parti ont sillonné l'ensemble du pays pour écouter les hommes et femmes, pour écouter les jeunes, pour les aider, parce que nous avons vu les images circuler sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est à l'actif du MPL. Oui, mais je dis, le MPL, le discours, il est bon. Le discours, ça rencontre la vie des Béninois, mais là où le bas blesse, c'est la qualité des personnalités qu'on a positionnées sur la liste. Lorsque vous regardez cela, parce qu'on est en politique, et en politique, il faut forcément avoir des ancrages. Lorsque vous regardez le MPL, même son passé ne joue pas en sa faveur, le passé du MPL. On se rappelle comment le MPL a été créé. Ou bien vous voulez qu'on rappelle le contexte dans lequel le MPL a été créé? On n'ira pas jusque-là, Valentin Dibauchard. Le temps qu'on observe une légère pause avant de revenir sur ce plateau, puisque nous venons de passer l'heure de l'émission. Encore quelques 25 minutes nous séparent de la fin de cette émission. On va donc demander à la régie de l'autre côté de nous permettre de souffler, de revenir, pour tirer les grands enseignements par rapport à ce scrutin législatif, puisque nous devons parler des chances des différents partis en compétition. L'élection dans un pays démocratique nécessite la participation de toutes les tendances politiques dans le pays. Donc, à mon humble avis, je crois que les démocrates, en tant qu'une tendance politique, peuvent participer vaillamment aux élections et que le meilleur gagne. C'est ça l'essentiel, c'est ça le jeu démocratique. Je crois que la participation montre qu'il y a une ouverture, pas seulement de la mouvance, mais au niveau de l'opposition aussi. Le chef d'État a une ouverture pour accorder la chance à tout le monde de compétir, et les urnes vont justifier la participation des uns et des autres. Quelle confiance on peut faire aux différents partis politiques dans le système politique en place. C'est une très bonne chose que tout le monde participe aux élections. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est que ces gens, puisqu'il y a quelques mois, non pas de quelques années, en 2019, ceux-là n'étaient pas aux élections. Donc, cette fois-ci, ils devaient se prendre les dispositions à temps pour ne plus être surpris par cet événement et ne pas avoir les déboires qu'ils ont subis avant que leur dossier ne soit accepté. Donc tout ça là stresse le peuple, au plus qu'il nous stresse par ce qu'il faut là. Il faut que les politiciens se prennent en charge assez tôt, prennent les dispositions assez tôt, au lieu de nous traumatiser la population. Donc, à l'avenir, je souhaiterais que chaque groupe, chaque parti qui voudrait aller aux élections se réveille tôt et apprête ces documents assez tôt. Bon, je pense que les élections, cette fois-ci, ça peut donner la couleur d'une fête.
normalement, hein, ça devrait donner la couleur d'une fête, vu qu'il y a eu de nouveaux partis, pas de nouveaux partis en tant que tels, mais des partis recalés hier qui sont revenus aujourd'hui, même si le passage semble-t-il un peu forcé. Mais ce qui est bien aujourd'hui, demain, personne ne va se plaindre que on nous a exclus, voilà. Je pense que si normalement les choses se font, l'élection pour janvier prochain, ce sera une fête pour le Bénin. Voilà. Bon, la victoire assurée ou pas assurée, je pense que les Béninois vont pouvoir s'exprimer réellement. Hormis ce qui s'est fait en 2017. Les Béninois vont pouvoir s'exprimer réellement. Et après, on verra le résultat, ce que ça va donner. Parce que là encore, il ne faut pas dormir sur ce laurier croyant que tout est gagné à l'avance, c'est faux. Il faut dire, ceux qui étaient là depuis 2017, forcément ont eu un peu de... Pardon, depuis 2019, pardon, ils ont eu un peu d'avance sur ceux qui viennent d'arriver. Mais je pense que si ceux qui viennent d'arriver aussi, si vraiment ils s'approchent de leur popularité, ils expliquent bien les choses, je pense qu'ils auront quand même leur mot à dire. Je dirais que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Enfin, nous aurons une élection qui va connaître la participation de tous les camps, les mouvanciers comme les opposants. Il faut ça, nous sommes en démocratie et il faut donner la chance à tout le monde de participer aux élections, d'y aller, de tenter sa chance. Tout le monde pour gérer, pour gouverner l'État béninois. Depuis l'avènement du président Talon, moi je trouve même que c'est une très bonne chose que les démocrates participent aux élections. Parce qu'on a toujours crié partout que c'est des élections fermées que nous avons, c'est des élections faites d'avance. Il y a pas mal de choses qu'on racontait. Maintenant que l'occasion est donnée pour les démocrates et les opposants de participer aux élections législatives, et ça permettra de voir clair dans le jeu politique. On saura qui est qui, on saura le poids que chaque parti, UPR, BR, Moël et les démocrates, on verra le poids de chaque parti sur l'échiquier béninois, sur l'échiquier national. Donc je trouve que c'est une très bonne chose qu'on ait permis aux démocrates de participer aux élections. Ils ont maintenant l'occasion de prouver, de présenter leur programme d'action et le peuple béninois choisira les députés qui sont en mesure de les représenter désormais à l'Assemblée nationale. C'est une très bonne chose. Je remercie et je félicite tout le monde, tous ceux qui se sont battus pour que les élections prochaines soient véritablement ouvertes. Voilà, des élections ouvertes, les Béninois, eh bien, ils le chantent tout le temps. Vous l'avez écouté, c'est un refrain quasi quotidien pour les Béninois. Heureusement que les élections seront désormais inclusives. Il appartient donc aux partis politiques d'aller en campagne pour véritablement convaincre donc, eh bien, les électeurs. Valentin Diboucha, nous allons parler cette fois-ci de la chance de ces différentes formations politiques en course pour ce scrutin législatif. Si vous voulez, nous allons commencer par les partis appartenant à la mouvance présidentielle. Je pense que les partis doivent se mettre en tête qu'elles partent à chance égale. Les partis doivent se mettre en tête qu'elles partent à chance égale. Les 7 partis qui sont en lice pour ces élections-là doivent se mettre en tête et c'est la première condition. S'il y a des partis qui pensent qu'elles ont déjà une longueur d'avance, c'est le début de leur chute. Elles partent à chance égale parce qu'elles vont sur un terrain qui est véritablement ouvert. Véritablement ouvert. Et à partir de ce moment, même les démocrates, où on pense que, bon, ils ont un langage qui rencontre l'assentiment du peuple et tout le reste, rien n'est encore joué. Tout est à refaire. Et c'est le même risque. Le risque que prennent les démocrates, c'est le même risque que prend l'UPR. Le renouveau. Le renouveau, il paraît que c'est comme ça on l'appelle. C'est le même risque. Le risque de dire que bon, nous avons des députés, nous avons des élus locaux, nous avons des élus communaux. Et à partir de ce moment, nous avons une longueur d'onde. Nous avons une longueur d'avance. Les élus communaux de l'UPR, ils doivent se rappeler le contexte dans lequel ils l'ont obtenu. Et à partir de ce moment, ils doivent comprendre que l'avance qu'ils ont
c'était contextuel, c'était conjoncturel. Et cette avance-là, c'est vrai, ça leur donne un peu plus, une petite longueur d'avance, mais ce n'est pas un acquis définitif. C'est un acquis à ramener sur le terrain, comme des équipes qui voient la Coupe du Monde. Les chances sont égales, même si on sait que les forces en présence ne sont pas les mêmes. Et donc, il faut forcément que ces équipes-là se remettent, ces formations politiques, se remettent en tête que le terrain aujourd'hui, le contexte aujourd'hui n'est pas le même qu'hier. À partir du moment où le contexte n'est pas le même, le jeu devient plus difficile. Et donc, c'est les plus téméraires, c'est les plus durs. Vous voyez, lorsque j'entends par exemple le président Diop-Kounou évoquer les questions, n'est-ce pas, de risque de fraude, là, ça me fait rire parce que je me dis, le jeu devient intéressant. Si jusqu'à... La peur gagne. La peur gagne. Même le président de cette grande formation, cette grande, je l'ai dit avec beaucoup d'insistance, formation politique, ça veut dire que ça devient intéressant. Mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Deuxième chose, les FCBE, forces, je peux les appeler centristes, ont véritablement du pain sous la planche. Parce que Paul Hongpé et l'équipe qui l'entoure doivent comprendre qu'ils doivent aller sur le terrain de la conviction des Béninois, qui sont véritablement sceptiques de l'appartenance réelle de cette force-là à l'opposition. Quand je viens au MPL, le MPL, cette jeune formation politique dont Espérance TB a hérité aujourd'hui, le MPL est presque nouveau sur le terrain, n'est-ce pas, des enjeux démocratiques. C'est vrai qu'ils ont 2 fois déposé les dossiers donc, au niveau de la Sénat pour prendre part aux joutes électorales, mais outre le président qu'on voit régulièrement sur le terrain, on ne connaît pas forcément les autres acteurs qui l'entourent. Et donc maintenant, on veut les connaître et écouter qu'est-ce qu'ils proposent de nouveau. Vous les connaîtrez certainement à travers la campagne électorale, Valentin Djibocha. Et lorsque je viens aux démocrates, eux, ils sont sur un terrain très glissant. Très glissant parce qu'ils n'ont pas le droit de décevoir tous ceux qui ont milité. Il faut qu'ils aient le langage pour convaincre. Forcément. Première chose, ils doivent avoir le langage. Deuxième chose, ils doivent être ouverts. Ouverts au dialogue, ouverts à la discussion, ouverts, n'est-ce pas, aux desiderata du peuple. Écouter le peuple, recueillir ces informations, parce que j'ai eu la chance de discuter avec Eric Mondete qui disait que veut le peuple? Vous voulez que nous allions aux élections? C'est mieux d'avoir une liste remodelée, de sacrifier des gens, mais d'être présent dans l'arène, que de ne pas du tout figurer sur l'arène politique. Et donc, dans l'arène politique, de ne pas du tout exister dans l'arène politique. D'accord, on leur donne ce crédit-là. Mais cela ne les empêche pas, même ceux qui ont été sacrifiés, de mouiller véritablement le maillot pour que cette formation politique puisse se retrouver à l'Assemblée nationale. Quand je viens à mes amis de Moël Bénin, ils sont de plus en plus organisés. Ils sont de plus en plus organisés, mais leur discours n'est pas encore suffisamment audible. C'est vrai que ces derniers temps, ils ont semblé soulever un certain nombre de préoccupations qui, ma foi, leur donnent un peu plus de crédit, mais ils ont le pain sous le madrier, comme j'ai l'habitude de le dire. Pour que Moël Bénin puisse faire les 10%, ils doivent véritablement repartir sur le terrain pour convaincre les Béninois. Mais je doute fort que cette formation-là puisse forcément trouver des députés à l'Assemblée. Votre ami Jacques Ayadi ne sera pas d'accord avec vous. Il vous dira, Valentin Djibocha, qu'il a les moyens et les arguments nécessaires pour aller en campagne électorale et pourquoi pas donc être au départ de la prochaine Assemblée nationale. Non, mais il est normal que tout le monde rêve. Hein. Le rêve est permis à tout le monde, mais la réalité, elle est là, elle est têtue. De toute façon, au soir du 8 janvier... Ma conclusion, les partis que vous aurez à l'Assemblée nationale, allez l'écrire quelque part. Nous aurons forcément l'Union progressiste, le Renouveau, nous aurons le Bloc républicain, nous aurons les démocrates au niveau de l'Assemblée nationale. Et au-delà de cela, c'est véritablement un très fort retournement extraordinaire qui permettra qu'on ait une 4e formation politique
au niveau de l'Assemblée nationale. On verra, Valentin Dibosha, si vous êtes un devin. Aristide Kanoussou, vous avez suivi Valentin Dibosha, hein, qui finalement a tranché, le verdict est venu de lui. On attend donc, nous, le 8 janvier, pour être fixé définitivement sur ce qui se passera donc à la prochaine Assemblée nationale. Merci beaucoup, Modeste Saniwanou. Je ne vais pas trancher, mais je vais dire que la chance n'est pas, selon ce que nous voyons, du côté de certaines formations politiques. Et j'aimerais revenir sur le contexte. Actuellement, le contexte n'est pas du tout favorable aux partis de la mouvance. Mais le bilan, parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a le contexte, il y a le bilan et il y a le processus de transparence. Quand on réunit ces trois éléments, le contexte dans lequel les forces Kori Point Bénin émergents avaient pu avoir les, comment on appelle, des élus communaux n'est pas le même. Aujourd'hui, le contexte n'est pas le même. Maintenant, en dehors de ça, quel est le bilan qu'il est à l'actif aujourd'hui, les forces Kori Point Bénin émergents? Quel est leur bilan? Le bilan aujourd'hui, est-ce que le peuple applaudit cette formation politique qu'elle a pu faire quelque chose pour lui? Le peuple jugera. D'accord? Donc, le troisième élément qui est très important, c'est le processus de transparence. Moi, j'ai même posé la question au docteur Gilles Badé hier. Parce que à la Cour constitutionnelle, il est le secrétaire général de la Cour constitutionnelle. Oui. Il a fait une communication où il disait que on a ramené l'heure de vote, l'heure de début de vote à 7 heures et la durée est de 9 heures. Parce qu'on veut éviter que les chats gris, c'est le mot qu'il a utilisé, les chats gris nous s'y mêlent ou tripatouiller. Et c'est là, moi, je lui ai fait la question, entre autres questions de savoir, mais si, malgré qu'on a mis ce dispositif pour qu'on finisse les élections tôt en plein jour, on se lève un matin, on voit sur les réseaux sociaux les gens en train de cacheter les bulletins dans une vidéo. Dans ce contexte-là, quelle est la responsabilité de la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'on a les moyens véritablement de frapper? C'est là il m'expliquait que là il a utilisé un thème là que je vais peut-être retranscrire de façon à paraphraser. Il a l'influence du délit en quelque sorte, l'influence de la fraude, voilà. C'est-à-dire que si on dit que c'est le parti X qui a obtenu 1000 voix et que le parti Y a obtenu 800 voix qui est deuxième, et qu'on estime qu'il y a eu fraude et que c'est à peu près 100 voix qui ont été tripatouillées, eux, ils vont enlever juste les 100 voix là. Et voici, malgré qu'on ait enlevé, soustrait les 100 voix, le parti X là est toujours en avant. Si le parti X est toujours en avant, c'est que, eh bien, c'est ce parti-là qui gagne. Mais la question que moi, en tant que journaliste, je me pose, c'est qui et comment on fait ce calcul-là pour soustraire? Qui fait ce calcul-là pour soustraire les 100 voix-là? À base de quoi? Et qui le fait? C'est la Cour. Oui, le juge le juge constitutionnel. Oui, comment? C'est la deuxième question. En fait, non, ça, c'est des questions. Non, c'est des questions qui sont tranchées, hein, parce que c'est des cas d'école. Je suis d'accord. C'est des cas d'école. Ça se fait en présence des contestataires. Je pense, par exemple, que une autre personne, acteur de la société civile, lui a fait la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas lieu que pendant la proclamation des résultats, on puisse avoir en même temps les données de chaque poste de vote, de chaque arrondissement, de chaque commune, etc. Tout ce qui a été compilé pour avoir le résultat final. Il a dit qu'ils ne peuvent pas donner les résultats de toutes ces contrées-là, effectivement, parce qu'il y a plus de 7000 postes de vote, si mes souvenirs sont bons, plus de 15 000, environ 17 000 postes de vote, c'est vrai. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas, après, faire une publication, ou même avant, faire une publication de tous ces résultats-là? Juste publier, même si c'est sur une plateforme de la Cour constitutionnelle, faire une publication. Pour votre gouvernement, il y a 17 749 postes de vote dans 7 986 centres de vote. Donc, ces 17 000 postes, on peut quand même 986. Pour quand même éviter les polémiques, les doutes et tout le reste, on peut publier ces résultats-là. Non, mais permettre à tout le monde et chacun de vérifier, chaque parti politique reste peut-être dans sa maison et vérifie si dans tel quartier,
le nombre que j'ai obtenu, est-ce que c'est ça qui a été mentionné dans ce qu'eux, ils ont publié là? Ça permet aussi d'avoir... C'était juste un procès verbal. Non, Aristide, je voudrais quand même préciser là, clarifier un petit truc. C'est que, première chose, vous avez entièrement raison lorsque vous dites qu'au lendemain de l'élection, c'est-à-dire quelques jours après, on doit, la Cour et la Sénat doivent afficher, publier arrondissement par arrondissement, parce que c'est des compilations au niveau arrondissement, au moins publier arrondissement par arrondissement les chiffres obtenus par chaque parti politique. Mais je pense que lorsque vous émettez le besoin, lorsque vous adressez un courrier... Oui, vous pouvez l'obtenir. Mais on ne doit pas ce qui est intéressant, les résultats sont affichés dans chaque poste de vote. Dans chaque centre de vote. Dans chaque poste de vote d'abord, et au niveau de chaque centre de vote, les résultats sont affichés. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis, tout le dispositif qui a été mis en place pour contrôler les élections doit pouvoir mieux fonctionner, même au niveau des partis politiques. Parce même la Cour constitutionnelle a de représentants. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les partis politiques doivent être capables de compiler en temps et en heure leurs résultats obtenus au niveau... Oui, je vais finir rapidement, je ne vous coupe pas avant que le temps ne me rattrape. Et l'autre point sur lequel j'aimerais me prononcer, c'est le parti MPL. Vous savez que c'est un parti qui n'a pas de financement actuellement parce que, vu les contextes et tout le reste, le parti des démocrates aussi. Mais le parti FCBE a de financement. Bien sûr. D'accord. Donc les deux partis de l'opposition en dehors du FCBE, là, sur le terrain, auront un problème de financement pour aller au fin fond du Bénin et pouvoir parler à leur je ne dirais pas militants. D'accord. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le parti MPL, je ne dirais pas que ce parti vit dans une opulence, mais tout ce qui est dressé devant lui comme obstacle, il réussit à les passer. Jusqu'ici, il tient toujours debout. Il a un siège qui, en tout cas, doré en quelque sorte. Donc, pour nous, on doit pouvoir espérer que malgré les positionnements, d'accord, les positionnements qui sont des positionnements des jeunes et tout le reste, on doit pouvoir espérer que sur le terrain, ils puissent quand même engranger quelques points. D'accord. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on dise que c'est parce qu'ils ont mis des jeunes et tout le reste qui n'iront pas de l'avant. Mais moi, j'attends qu'à l'arrivée, ces gens-là à qui peut-être les gens ont fait confiance, parce que c'est le contexte qui leur est favorable, qu'on puisse remarquer véritablement qu'ils n'ont pas eu tort de leur faire confiance et ils feront le job pour lequel ils sont allés là-bas. Quoi qu'il arrive, le parti Les Démocrates a plus d'avantages que n'importe quel autre parti de l'opposition. Oui, contrairement à Aristide Canossou, je pense que les chances ne sont pas les mêmes. Les formations politiques en lice pour les prochaines législatives n'ont pas les mêmes chances. D'autres ont je n'ai jamais dit que les formations ont les mêmes chances. D'autres ont plus de chances que d'autres. Quand je prends par exemple l'UP et le Renouveau, le Bloc républicain et le parti FCBE, ces trois formations politiques ont plus de chances que les autres formations politiques. Vous venez de citer les formations politiques qui bénéficient, n'est-ce pas, du financement public des partis politiques. Naturellement. Et donc ces formations ont plus de chances, au-delà même du financement public qu'elles reçoivent. Vous mettez les démocrates où? Vous les mettez dans un panier? Non, j'en viens. L'UP, le Renouveau, le Bloc républicain, les deux formations... Vous avez encore une minute, s'il vous plaît, parce que le temps que vous êtes imparti... qui ont de base politique, donc qui sont en contact des populations. C'est ce que vous Alors, pensez. quand nous prenons le parti FCBE, je l'avais dit il y a un instant... Les députés qui ont fui leurs électeurs et qui attendent la veille des élections pour revenir sur le terrain, ils ont une base politique. C'est des députés, ça. L'ensemble des députés ou les députés de ces deux formations politiques, il y en a parmi eux qui sont tout le temps avec leur base, qui échangent avec leur base. Donc, il y a cet avantage-là que ces formations ont plus que les autres. Alors, parlant des démocrates, du MPL, de l'UDBN, de Moël Bénin, ces formations politiques doivent doublement cravacher au risque de ne pas avoir d'élus, de députés à la prochaine législature. Ces formations politiques doivent doublement travailler, doivent aller au contact des populations, sans quoi les autres ont une machine lourde, les autres sont tout le temps sur le terrain. Il va falloir il va falloir descendre sur le terrain pour échanger véritablement avec les populations. Les autres ont l'avantage des moyens de l'État.
parce qu'ils sont bien lotis, ils sont dans les structures, ils sont dans les ministères, et vous savez qu'au nom et c'est pour ça que je dis qu'ils n'ont pas les mêmes chances. À la veille des élections, au nom des missions ministérielles, on peut toujours, comme à l'image de lorsqu'on allait parler du moment où on allait parler, n'est-ce pas, de la cherté de la vie, on peut toujours donner des passes à des militants pour écouter des discours qu'on veut prononcer et tout le reste. Mais juste que la réalité sur le terrain nous permet de dire, lorsqu'on fait une bonne lecture, même l'Assemblée nationale va changer de configuration. Ça, c'est clair et net que l'Assemblée nationale qu'on aura au lendemain, n'est-ce pas, du 8 janvier ne sera jamais la même que celle qu'on a connue pour la 8e législature. Et nous parlons des démocrates, et c'est vrai que j'entends des gens, je vois des gens s'extasier, et c'est vrai que nous voulons qu'il y ait de l'opposition au Parlement, mais les démocrates doivent faire attention. Ce n'est pas parce que le jeu est ouvert que d'office, ils auront des lieux au Parlement. Nous voyons des responsables du parti Les Démocrates décréter que d'office, ils iront au Parlement. Ce n'est pas du beurre. Il faut aller sur le terrain, il faut changer de langage. Et je pense qu'en faisant ça, ils auront certainement le peuple qui va soutenir cette liste de candidatures. Mais de toutes les façons, je pense qu'il faut cravacher, qu'il faut véritablement cravacher. Votre mot de fin, je reste avec vous parce que là, il est 9h24, très exactement, dans tous les studios de Golf TV Africa. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Le scrutin législatif du 8 janvier prochain est un scrutin ouvert, puisque nous avons les formations politiques de l'opposition de la mouvance qui y participent. Je pense que chaque Béninois, chaque électeur a son rôle à jouer. Alors, si vous êtes électeur, si vous êtes un Béninois lambda, et vous devrez voter ce jour-là, faites le bon choix, parce que l'avenir du Bénin en dépendra. Aristide Kanouchou, votre mot de fin. Mon mot de fin, je vous dirais que Spiro a aussi a dit que les partis politiques... Spiro est déjà en campagne, il est en campagne électorale. Je ne suis pas candidat. Je ne sais même pas pour quel parti concrètement. Écoutez, les partis politiques n'ont pas les mêmes chances, a dit Spiro. Mais ils se trompent du côté où se retrouve la chance. D'accord? Oui, ils se trompent du côté où se retrouve la chance. Pour lui, c'est que parce que les autres partis politiques ont les financements, la chance est de leur côté. Non. Le contexte actuel n'est pas favorable à ces partis de la mouvance-là. Le bilan non plus, parce que au niveau du bilan, on vous dit que la démocratie est mise à mal, on vous dira que la cherté de la vie, on vous parlera de ceci et de cela, de la corruption, de tout ce que vous voulez. D'accord? Le bilan actuellement n'est pas en faveur de ces partis de la mouvance. Exprès, je n'ai pas parlé de la mouvance. Exprès, je n'ai pas parlé du UDBN et de Mouel Bénin. Parce que pour moi, je l'ai dit, ce sont des partis satellites qui sont positionnés juste pour émietter les voix. Et Valentin l'a souligné. Ça, c'est un effet boomerang. Ça va se retourner contre eux-mêmes. Les partis de la formation de la mouvance. Ça va se retourner parce qu'ils vont émietter leur propre voix. C'est de ça qu'il est question. D'accord? Maintenant, je finirai par dire qu'on a parlé du contexte qui n'est pas le même et qui joue en faveur des partis de l'opposition. Je ne compte pas l'FCB parce que l'FCB ont déjà eu la chance de prouver de quoi ils sont capables, mais les gens comprennent aujourd'hui qu'il n'y a rien là. La deuxième chose, on a parlé des bilans, le bilan qui n'est pas favorable. On a parlé des institutions qui sont en charge des élections. Et là, il ne faut pas se leurrer. Ces institutions aussi ont leur part de responsabilité dans la proclamation, le traitement, la proclamation des résultats, qui forcément finira par jouer aussi sur les résultats. Valentin Dibocha, c'est complètement et totalement terminé. 3 partis politiques se retrouveront à l'Assemblée nationale le lendemain du 8 janvier. J'insiste sur cela, c'est sûr que c'est comme ça va se passer. Les démocrates, l'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain, les autres vous êtes dans le secret de Dieu, ont du boulot. Et je voudrais dire aux instances en charge de conduire ces élections, ces instances dont on connaît les responsables et on connaît un peu d'où ils viennent et tout le reste, doivent jouer véritablement leur partition de manière transparente, de manière claire pour que les élections soient apaisées et qu'au soir du 8 janvier, on ait un Parlement qui reflète le désir et les desiderata des Béninois. Population électorale brute, en croit Cyril Goubedi qui a transmis donc la liste électorale indépendante au président de la Commission électorale nationale autonome, Valentin Dibocha. Ça tourne autour de 6 600 572 électeurs
répartis sur 17 749 postes de vote dans 7 986 centres de vote. Voilà, ce sont les données donc qui permettront à ce scrutin législatif du 8 janvier de se dérouler dans les meilleures conditions. De toute façon, Golf TV Africa se fera le devoir de couvrir ce scrutin. C'est donc dire qu'on va revenir encore sur autre sujet d'actualité qui cadre avec ce scrutin législatif. Madame, Monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir pour Morning Live de ce samedi que nous avons tous eu le plaisir d'animer sur ce plateau. L'équipe de réalisation, de montage, de diffusion, les hommes de l'ombre, comme on a pris l'habitude de dire dans notre jargon de communication, se joignent à nous pour vous souhaiter un samedi merveilleux. À demain donc.